Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le chef de la junte guinéenne a prêté serment. Mamadi Doumbouya devient le nouveau président de la transition pour une durée et un contenu indéfinis. Et avec qui compte-t-il gouverner? Nous poserons la question à notre invitée Mariam Tendou Camara, cofondatrice du GRIF, groupe de réflexion des femmes en Guinée. Elle alerte sur la place des femmes dans son pays. C'est une honte, c'est la réaction du président Macron aux propos tenus par le Premier ministre malien. Choguel Maïga a qualifié à la tribune de l'ONU samedi dernier la réorganisation de Barkhane comme un abandon en plein vol. Nous entendrons le président français dans ce journal. Notre invité culture de ce vendredi est un artiste bissau-guinéen à la carrière internationale bien installée. Un peintre africain qui est devenu au fil des ans un nom qui compte dans le monde de l'art contemporain. Nou Barreto est notre invité, nous l'entendrons. Mamadi Doumbouya devient le nouveau président de la Guinée, le chef de la junte, auteur du coup d'État qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier, prend ainsi la tête d'une transition dont ni la durée ni le contenu ne sont déterminés, mais il a tenu à prendre des engagements concernant la future élection. On l'écoute. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Alors que le gouvernement n'a pas été encore annoncé, on se demande avec qui gouvernera le colonel Doumbouya. Pour en parler, on retrouve à Dakar Mariam Tendou Camara, experte aux Nations Unies sur les questions d'égalité de sexe et d'autodétermination des femmes et cofondatrice du GRIF, groupe de réflexion des femmes en Guinée. Madame Camara, merci de nous rejoindre sur France 24. Avant sa prestation de serment, le colonel Doumbouya avait annoncé qu'il y aurait 30% de femmes dans le futur Conseil de transition. Qu'attendez-vous de lui, mais en plus ? D'abord, bonsoir à tous les auditeurs et merci de m'avoir avec vous. Donc, la charte qui est sortie il y a quelques jours, en fait, consacre et stipule que 30% au minimum de femmes devraient être dans l'instance du CNT, du Conseil national de transition. Donc ça, c'était vraiment une nouvelle qu'on a saluée parce que ce qu'on veut préciser, c'est que ce n'est pas juste globalement les 30%, mais c'est chaque corporation qui va intégrer donc ces 81 personnes qui seront désignées. Chaque corporation doit veiller à ce qu'il y ait au moins 30% au minimum de femmes. Et nous saluons cette réglementation dans cette charte de la transition qui pour nous et pour nous qui militons pour l'égalité et l'inclusion de tous et de toutes, c'est un pas en avant qui nous donne beaucoup d'espoir. Mais alors, qu'attendez-vous de plus, justement ? Alors, ce qu'on attend de plus, c'est que pour être honnête, la 8e législature, avant celle, la dernière, avait acté la loi sur la parité et nous étions à 50% de parité dans les institutions pour les nominations de femmes dans les postes électifs et semi-électifs. Évidemment, nous voulons aller dans ce sens puisque ce gouvernement, cette transition et ce Conseil national de la transition va travailler sur une nouvelle constitution et il est important pour nous que nous ne perdions pas les acquis que nous avons vus et que nous avons difficilement obtenus par le passé. Et alors, allez-y, donc je vous disais, au-delà de cette place donc faite au gouvernement, quelle est la situation aujourd'hui de la femme en Guinée ? Alors, la situation de la femme, elle n'est pas pire qu'ailleurs, elle n'est pas très bien lotie au niveau général. La femme aujourd'hui, elle est épuisée par les différentes crises qui ont secoué la Guinée sur les 10 ou 15 dernières années. La femme, elle était toujours sur la première ligne, elle est en première ligne. On a eu l'Ebola, on a eu
dernièrement la crise du Covid, et à cela s'est ajouté beaucoup de tensions sociopolitiques au niveau du pays. Et bien entendu, le panier de la ménagère, on a souffert. Les femmes sont majoritairement présentes dans des secteurs stratégiques que sont le secteur agricole et aussi dans l'informel, mais dans le secteur minier au niveau du commerce ou de l'exploitation artisanale. Elles sont représentées très faiblement dans les différents secteurs, dans les instances de décision. Et donc, ce qui fait qu'elles sont très présentes dans le secteur informel, mais elles sont le tissu économique du pays, le poumon économique, parce qu'elles sont présentes dans les marchés, elles sont présentes dans le commerce, elles sont présentes dans le secteur de la pêche, dans le secteur de la transformation agricole, dans le secteur j'ai parlé de production agricole, 80% de la main-d'œuvre dans le secteur agricole. Donc les femmes aujourd'hui demandent à ce qu'il y ait une amélioration de leurs conditions de vie. Et je parle sur tout le territoire des femmes, surtout qui sont très représentées au niveau des femmes en milieu rural. Elles ont besoin d'améliorer leur accès à l'éducation pour les petites filles. On a des taux très élevés de mariage précoce, de mariage de petites filles. On a 96,9% de taux de mutilation génitale féminine. Donc il faut un changement, un bond en avant. Et pour le faire, Merci. nous pensons qu'il faut qu'il y ait les femmes dans les instances de décision. C'est important. Et pourquoi pas une femme première ministre? Pourquoi pas? Absolument, une femme première ministre. Merci beaucoup, Madame Camara, d'être venue et de vous être arrêtée dans ce journal de l'Afrique. On en vient à ces tensions entre la France et le Mali. Le président français Emmanuel Macron s'est dit choqué par les déclarations du Premier ministre malien de transition. Il y a une semaine, à l'ONU, Choguel Maïga a eu des propos très critiques envers la France, l'accusant notamment d'avoir abandonné son pays. On voit ça avec Elliot Samuel. Entre Paris et Bamako, rarement la tension diplomatique n'avait été aussi forte. Quelques jours après le discours très critique envers la France de Choguel Maïga, le Premier ministre malien, Emmanuel Macron a décidé de lui répondre fermement. Sur RFI, le président français s'est dit choqué d'un tel discours. J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. C'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. C'est la première fois que le président français réagit publiquement aux propos tenus par le Premier ministre malien. À la tribune de l'ONU samedi dernier, Choguel Maïga avait lourdement remis en cause l'engagement de la France dans son pays, dénonçant la réorganisation de l'opération Barkhane. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. L'objectif d'ici à 2023 est de maintenir entre 2500 et 3000 hommes au Sahel sur les 5100 mobilisés actuellement. Mais la tension entre Bamako et Paris s'est accentuée depuis l'annonce de discussions entre les autorités maliennes et le groupe paramilitaire Wagner, une société privée russe qui pourrait envoyer de nombreux mercenaires pour aider le Mali. Et par ailleurs, on a appris que le Mali avait reçu jeudi soir 4 hélicoptères, des armes et des munitions russes. Une information qui ne va pas améliorer les relations diplomatiques avec Paris, d'autant que des sources diplomatiques françaises craignent que des mercenaires russes engagés par l'État malien ne viennent déstabiliser un peu plus la région et compromettent la lutte antiterroriste au Sahel. La présence russe, il en est aussi question en Centrafrique. Une commission d'enquête gouvernementale reconnaît des exactions commises pendant le dernier conflit dans le pays par des rebelles, mais aussi par leurs alliés, des instructeurs russes. C'est la première fois que le gouvernement centrafricain reconnaît des incidents avérés impliquant leurs alliés paramilitaires russes. Le point avec notre correspondant à Bangui, Clément Diroma.
La commission d'enquête spéciale centrafricaine qui se penche sur les violences commises depuis les premiers combats entre les forces nationales avec leurs alliés russes contre la coalition rebelle CPC en décembre dernier, a donné son premier bilan. Alors la majorité des exactions révélées par les Nations Unies seraient imputables aux rebelles selon un premier rapport. Torture, exécution, arrestation, une partie de ces faits ont été commis par l'armée nationale et ses alliés, des instructeurs russes selon le gouvernement. Alors certains auraient été rapatriés et seront jugés dans leur pays pour, je cite, inconduite. Des soldats de l'armée nationale aussi font déjà l'objet de poursuites judiciaires et les enquêtes vont se poursuivre. Alors, la commission a débuté ses travaux en mai 2021 suite aux nombreux rapports de l'ONU concernant les exactions commises par l'armée centrafricaine, ses alliés paramilitaires russes et les rebelles pendant la contre-offensive qui se poursuit toujours aujourd'hui. Des camions de vaccination seront mobilisés partout en Afrique du Sud ce week-end. L'objectif, inciter la population à se faire vacciner. Même si le niveau d'urgence sanitaire est retombé, le pays sait qu'il est crucial de vacciner le plus grand nombre, d'où la mise en place du passeport vaccinal. Camille Nedelec nous en dit plus. Accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19. Un pari que prennent les autorités au moment où l'Afrique du Sud décide d'alléger les restrictions sanitaires liées à la pandémie. Today we are here to ramp up the vaccination campaign because it is when we have more people vaccinated that we will be able to say now we can open more and more. And even if another wave comes, we will have a sense, depending on what variant it carries, we'll be able to navigate our way around that. Actuellement, près de 15% de la population est entièrement vaccinée. Avec une moyenne de 120 000 doses administrées par jour, le pays n'atteindrait que 25% de vaccinés à la fin de l'année. Mais l'accès au vaccin reste difficile. Moins de 3% des doses produites dans le monde sont mises à disposition du continent. Et des millions d'injections fabriquées en Afrique du Sud ont été exportées vers l'Europe alors que le pays faisait face à une troisième vague. Malgré la méfiance d'une partie de la population, de nombreux Sud-Africains attendent leur dose. Des camions seront mobilisés à travers le pays tout au long du week-end afin de toucher le plus grand nombre. Sur le continent, l'Afrique du Sud demeure le pays le plus touché par le Covid et comptabilise près de 80 000 morts. Plus de 7000 personnes ont marché aujourd'hui sur l'ambassade américaine à Mbabane, en Eswatini, anciennement le Swaziland. Sans doute l'un des plus importants rassemblements contre le roi Mswatini III. Les manifestants tentent depuis des mois d'attirer l'attention sur la dernière monarchie absolue d'Afrique en demandant une démocratisation de sa vie politique. Selon l'opposition, plus de 80 personnes ont péri dans les manifestations, moins d'une 40 selon le régime. Des dizaines d'opposants ont été arrêtés, dont plusieurs députés. Ils ont déposé d'ailleurs une pétition demandant la libération des prisonniers et l'ouverture d'un dialogue pour la démocratie. On écoute le président du Podemo, un parti d'opposition. Appeal to the world that let the world not have double standard. We know we're a very poor country, do not have much resources to offer to the world, but we believe that Swazi lives matters too. On passe à notre invité culture de ce vendredi. C'est un artiste peintre, installateur bissau-guinéen qui a avec le temps installé son nom parmi les grands de l'art contemporain. Ses œuvres s'exposent partout dans le monde. Nous avons la chance de le recevoir dans ce journal entre deux expositions. Nou Barreto, merci d'être sur le plateau du Journal de l'Afrique. Merci pour cette invitation. Alors, votre premier médium artistique, j'ai appris, c'était le dessin. Et le dessin que vous avez transmis d'ailleurs, votre défunt frère. Justement, racontez-nous votre relation avec le dessin. Je répète encore une fois, merci pour cette invitation. Mon rapport avec le dessin, ça a commencé très tôt, avec mon frère, qui lui aussi dessinait, mais qui n'était pas quelque chose pour lui. Il ne se voyait pas artiste ou quoi que ce soit, ce n'était pas une branche qui l'intéressait. Et avec le temps, bon, finalement, ça s'est avéré que voilà, ce n'était pas son domaine, malgré qu'il avait
Il avait une ligne, une façon de dessiner qui était très, très intéressante pour moi. J'adorais cette façon de dessiner, mais c'était deux styles opposés. J'adorais le sien, mais bon, voilà. Malheureusement, il n'est plus aujourd'hui pour voir ce que je suis devenu ou l'effort que je fais pour devenir ce que l'art m'amènera ou le destin m'amènera à faire. Mais bon, là, mon parcours de dessin commence très, très jeune, mais vraiment très, très jeune, où le dessin était un accompagnateur de ma vie qui occupait ma journée et m'empêchait d'aller faire des courses parce que c'était un prétexte que je trouvais pour pouvoir éviter d'aller faire des courses. Et ma mère jouait le jeu avec ça. Ouais, j'ai vu ça, que vous dessiniez vraiment tout le temps. Et alors, vous êtes un artiste souvent décrit comme contestataire et on sait que pour vous, l'Afrique est une source primaire d'inspiration pour votre travail. Et vous utilisez d'ailleurs du rouge pour symboliser toutes les violences qui traversent le continent. Vous êtes dans le journal de l'Afrique, justement. Dites-nous, comment est-ce que vous traitez cette actualité comme source d'information? Parce que ce n'est pas souvent qu'on a un artiste chez nous qui, justement, travaille avec ça comme source d'information. Je pense que c'est... comme je disais, tous les artistes sont des gens qui revendiquent quelque chose, des gens qui luttent pour quelque chose, qui essaient d'imposer leur vision ou en montrant ce que la société lui donne, dans la société où il vit. Et je pense que ça, c'est la mission primordiale d'un artiste. Dans mon cas, spécifiquement, je trouve que dès le départ, ça a été pour moi le chemin qui me correspondait en utilisant la couleur rouge, qui est la couleur de détresse et d'allégresse. Ça tombait pile poil. Pour moi, c'était une évidence que je ne pouvais pas utiliser une autre couleur pour travailler des sujets si forts que j'utilise ou que j'ai tendance à travailler depuis quasiment tout le temps. Là, on aborde le sujet de l'Afrique. Ce qu'il faut savoir, j'ouvre une parenthèse, c'est que je n'ai pas spécifiquement envie ou je ne fais pas que travailler sur les problématiques africaines. Je suis africain, vous le savez, les gens le savent, mais je suis aussi un artiste du monde. Ce qui m'intéresse, c'est parler de ce que la société me renvoie en tant qu'artiste, comment je le vois, comment je l'exploite, comment je dois l'exposer au monde pour que le monde soit conscient de tous ces faits-là, pour que le monde puisse être aussi un moteur autre que simplement celui qui encaisse sans pouvoir répondre. Donc voilà, je remets à l'ordre du jour ou au goût du jour avec mon expérience en moi en tant que plasticien pour pouvoir aborder ce sujet. Afrique est devenue, depuis un projet particulier qui a lieu avec les drapeaux des États-Unis d'Afrique. Voilà. Mais ça aussi, voilà, ce que je regardais tout à l'heure concernant la problématique que j'ai suivie tout à l'heure, ça fait partie aussi de ces ingrédients que je vais chercher pour pouvoir exposer aux gens pour qu'on puisse l'aborder, le traiter, trouver une solution pour une société, pour une Afrique qui est assez vaste, mais qui a du mal à se dépatouiller en fait de ces problématiques. Voilà, c'est comme ça que je traite ces sujets. Et bon, voilà, je vais comme je dois y aller. Si ça plaît ou ça plaît pas, ben écoute, en tout cas, je fais ce que je sens que c'est comme ça que je dois le faire. Oui. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une adhérence. Et cette adhérence-là, je le remercie aux gens qui m'accompagnent. Mais bon, c'est vital pour moi. Et alors, rapidement, votre prochaine exposition, donc elle aura lieu à Marseille, au MUSEM, du 20 octobre au 2 janvier. Qu'est-ce qu'on pourra y voir, justement ? Alors, on pourrait y voir encore une fois, c'est des revendications des artistes qui, cette fois, c'est l'idée de cette exposition qui s'appelle Europe Oshala. Oshala, c'est un mot d'origine arabe, mais avec les influences linguistiques portugaises, luso, ouais. Et finit par se dire Oshala, mais c'est quasiment la même chose que Inch'Allah en arabe. Donc voilà, c'est l'idée de cette exposition, c'est proposer en fait une autre Europe plurielle,
avec d'autres lectures et d'autres traitements du problème de la décolonisation que est abordé dans cette exposition-là. Donc elle commence là le 19 octobre jusqu'au 2 janvier 2022. On invite évidemment les spectateurs qui habitent Marseille et les autres de justement pouvoir s'y rendre. Merci beaucoup, merci Nou Barreto d'être venu. Et on remercie tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Sao Domingos, en Guinée-Bissau, en passant par Torcy. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci beaucoup.